Je sais que vous parlez d'archéologie du présent, puis dans le fond, le geste archéologique, mais je voulais savoir, dans le fond, comment vous médiez dans vos classes le fait que l'archéologie, puis jusqu'à un certain point, ce qui a été pris sur les sites archéologiques, le début même de l'archéologie, a été une entreprise coloniale financée par des empires coloniaux, puis qu'en fait, dès qu'il y a le geste archéologique sur des je vais appeler ça objets, là, mais ça peut être très, très vaste. Dans le fond, c'est souvent comme un geste qui est à la fois colonial à travers même de la lentille, comme objet de photographie, de cinéma, puis de témoignage. Dans le fond, je me demandais comment vous mettiez ça dans vos cours pour par la suite dépasser ça, puis peut-être proposer comme une subversion en fait de ces images-là ou de ces espaces-là. Alors, donc la question était comment est-ce qu'on inclut dans nos cours un peu l'origine de l'archéologie qui était liée à des gestes coloniaux, en tout cas impérialistes, ou d'hégémonie occidentale notamment. Alors, il y a deux choses quand on parle de cours. Il y a à la fois ce qui peut être lié au projet ICAR dans son ensemble. Il y a un cours de master que moi je fais qui s'appelle le celluloïde et le marbre. Et il y a la question de l'atelier de recherche-création qu'on a fait ensemble. Et on n'a pas nécessairement abordé les mêmes choses dans ces deux disons, lieux d'enseignement, parce qu'il y en a qui étaient de la recherche-création et l'autre qui était un cours plus théorique, justement. Alors, pour ce qui est du cours théorique, mais ça répond aussi à la question qu'on a un petit peu abordée à partir de la question de la photographie à Arles, c'est quand même quelque chose qui est presque le point de départ, en fait, de la réflexion, ce rapport de l'archéologie, justement, à des situations hégémoniques. Et la manière justement d'y répondre, c'est de penser l'archéologie du présent, c'est-à-dire ce qui a souvent été le lieu, enfin en tout cas même le postulat en fait de cette archéologie-là, c'était de dire justement qu'on prétendait trouver dans le passé la preuve factuelle de civilisations plus avancées, etc. Et donc on avait c'était une dimension un peu positiviste de l'archéologie qui consistait à dire voilà c'était comme ça, c'est la preuve que, etc. Et donc la dimension interprétative, mais aussi créative, et aussi la dimension d'imagination qui va avec ça, justement était masquée d'une certaine manière. En fait, c'est ce que veut dire Fellini quand il dit l'Antiquité n'a peut-être jamais existé, mais nous en avons rêvé. Il s'oppose au fascisme, en fait. Et il s'oppose à l'utilisation de l'archéologie par le fascisme, qui a servi à affirmer la Romanità, et donc qui a servi à affirmer aussi l'Empire italien qui allait jusqu'en Afrique du Nord, etc. Donc sa citation et son rapport lui-même à l'archéologie est clairement lié en fait à cette volonté de s'opposer à une dimension positiviste de l'archéologie qui a servi à affirmer ses hégémonies. Donc, et cette citation a été le fil directeur aussi de l'atelier de... Moi, c'est le fil directeur de mes cours, parce que je pars de cette situation historique. Et l'idée, c'est de dire ensuite que, en fait, l'archéologie, c'est ce que dit Laurent Olivier, est archéologie du présent, puisque nécessairement, déjà les traces sont là au présent, donc dans toute leur stratification mêlée, etc. Et puis c'est les objets présents, mais aussi on les aborde à partir de cadres interprétatifs, cognitifs, qui sont les nôtres, et donc nécessairement avec aussi des questions qu'on leur pose, qu'on ne leur posait pas il y a 100 ans, etc. Et avec aussi du coup la part de manipulation aussi qui va avec. Donc ça c'est clairement au cœur vraiment c'est même le point de départ en fait, c'est de dire que peut-être que ce rapport-là au passé, qui est censé être factuel, en fait, est aussi rêvé en un sens, mais sans qu'on aille sur... voilà, on ne remet pas en cause le caractère de science quand même de l'archéologie. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il y a quelque chose qui se joue d'intéressant. Aussi pour la question de l'image, c'est cette question de la science, du rapport entre la science et l'imagination, du rapport entre une évidence justement factuelle, qui est celle de l'objet, de la matière, mais qui est aussi celle du cinéma, son rapport indiciel, etc. Et en réalité, toutes les manipulations qui vont avec. Donc c'est vraiment au cœur de... Et après, tu peux répondre si tu veux sur l'atelier de recherche-création pour pas que je parle toute seule. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est juste pour compléter, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre de cet atelier, on a des étudiants et des élèves qui n'ont pas le même rapport au site aussi où on les a envoyés, puisqu'il y a des élèves qui ne connaissaient pas Arles, alors que les élèves de l'école de la photographie, eux, vivent d'une certaine manière dans cet environnement en permanence. Sauf qu'en réalité, pour beaucoup, ils ne vont plus voir les sites antiques,
ou ils n'y vont. Ou alors, ils choisissent certains plutôt que d'autres. Quand on a proposé à un groupe, par exemple, de travailler sur les arènes, c'était précisément le lieu où certains ne voulaient pas aller, parce que c'est omniprésent dans Arles, c'est vraiment le cœur de la ville, et qu'ils avaient l'impression que ces arènes les écrasaient d'une certaine manière. Et donc, ce qui était intéressant, c'était aussi cette tension qu'il pouvait y avoir entre des étudiants qui arrivaient avec un regard finalement neuf, et comment eux retournaient voir, justement informés avec une nouvelle pensée qui est celle de l'archéologie. Et ça, je pense que c'était assez productif aussi, justement pour re-questionner finalement toute cette histoire aussi de l'archéologie. Alors dans un temps très court, hein, on vous l'a dit, c'était 1 semaine, et il ne s'agit pas d'avoir une réflexion totalement approfondie sur ces questions-là. Mais c'est une ouverture, je dirais, à ces questions qui se passe aussi à travers un atelier comme celui-ci. Je vais peut-être juste, mais après je ne veux pas monopoliser, mais dire une petite chose pour qu'on voit aussi l'intérêt qu'il y avait dans cet atelier de recherche-création à réfléchir aussi à la nature photo-filmique de l'image. Et on a eu, par exemple, on disait qu'on avait fait intervenir un artiste photographe qui enseigne à l'ENSP, à l'École nationale de la photographie. Et il a proposé, et c'était extrêmement intéressant, il a proposé une présentation de la mission héliographique, c'est-à-dire que en fait, ce qui s'est passé. Alors, c'était à quel moment la mission héliographique? En tout cas, c'est la première volonté d'utiliser la photographie pour répertorier justement et faire un inventaire, une archive des monuments d'Arles. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on avait à la fois des photographies des monuments d'Arles, et nous on travaillait des étudiants la photographie, mais pour faire du cinéma, travailler sur le son, enfin il y avait toute cette question-là aussi, la photo et le son, etc. Mais ce qu'on voyait aussi avec la mission héliographique, c'est que c'était un inventaire, une archive, mais qui était loin d'être justement factuelle et objective, et qu'en outre cette mission-là avait déjà comme ambition véritable de s'approprier justement ces lieux et de pouvoir affirmer, il y avait quelque chose de très étatique et impérialiste déjà qui pouvait gouverner cette mission héliographique qui était aussi scientifique et qui était de vouloir faire un inventaire des monuments. Donc il y avait ce lien entre la photographie, c'est Susan Sontag qui dit que la photographie c'est justement quelque chose d'extrêmement impérialiste parce que to shoot, c'est donc une volonté d'appropriation. Mais il y avait de ça, il y avait un peu de ça. Donc il y avait ce lien entre la photographie, entre les monuments, une non-objectivité, mais quand même une volonté de faire un inventaire et une archive, et cette dimension impérialiste, si on veut, qui était quand même, qui était là enfin, cartographier et faire un inventaire, c'est vouloir s'approprier aussi. Donc il y a ça aussi qui était, et ça c'est quelque chose, on a eu une présentation, enfin on a discuté un petit peu ça lors de cet atelier de recherche-création. On a un peu, on se tait. C'est une question pour Gélia, mais peut-être qu'elle s'élargit aussi aux autres. J'étais très sensible par ta communication, mais aussi le ton et l'inquiétude et les doutes qui, je pense que nous avons tous à différents degrés d'intensité, de découragement, bon, parfois d'enthousiasme aussi. On a bien senti ton enthousiasme parfois avec des objets qui est toujours là. Mais comment tu sens du côté des étudiants? Donc, je pense que le type de séminaire, bon, tu l'as dit un petit peu, mais je voudrais t'entendre un petit peu plus. Comment tu sens comment eux réagissent? Parce que forcément, ton inquiétude ou ta sensibilité doit se transmettre aussi. Et donc, il doit y avoir un espace ouvert pour que eux, elles, partagent voilà, leurs inquiétudes, leurs découragements, leurs révoltes. Comment tu les sens? Parce que c'est une question un peu trop vaste, sans doute. Mais comment est-ce que tu les sens aussi découragés, plus optimistes, plus dans le déni? Est-ce qu'il y a des choses, bon, tu sais, Morton les fait réagir tout à coup, ça c'est des textes qui leur parlent. Voilà. Comment est-ce que se joue cette dynamique-là avec tes étudiantes? Merci beaucoup André, parce qu'en effet, on a évoqué du côté des enseignantes, justement, l'état d'esprit auquel nous sommes. Effectivement, nous partageons tout cela avec la communauté universitaire, avec les étudiants faisant partie de la même, du même environnement. Alors, il n'y a pas une réaction, une attitude, une posture, il y a autant que d'étudiants. Mais alors, ce que moi je constate, et tu as raison, parce que la première chose, je reviens sur tout ce que tu as dit tout à l'heure, la première chose que j'ai envie de partager, c'est effectivement le doute.
Moi, je n'ai pas la parole des spécialistes, je ne suis pas quelqu'un qui a des compétences sur ces sujets-là. Si je décide de faire un cours, c'est pour apprendre, parce que je ne connais pas. Parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, qui me stimule aussi intellectuellement, c'est l'enthousiasme dont tu parles, mais c'est parce que j'ai surtout envie d'apprendre. Et j'ai envie d'apprendre en écoutant aussi d'autres questions qui ne sont pas posées par moi. Donc ça, c'est un petit peu mon schéma, hein. C'est mon syllabus à moi. Effectivement, après, il y a la série des références qui est tout à fait voilà, dans les contextes de cette philosophie une conception très hégémonique justement de l'enseignement et de l'apprentissage, la transmission des savoirs. Mais en commençant par ce partage du doute et du fait que, voilà, il n'y a pas... Je n'ai pas de réponse à donner. Voilà. Si vous avez des questions, sachez qu'on est dans l'exploration de choses, on va lire ensemble. Parfois, on ne va pas lire parce que vous n'avez pas très envie de lire. Moi, je vais vous inviter à lire. Mais si vous ne lisez pas encore, je ne suis pas là pour culpabiliser, mais on va lire les extraits ou les citations ensemble en regardant les films. Ça, c'est travail ensemble. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à tout ça? Donc, ça ouvre une porte de dialogue. Et si tu veux, si le point de départ, c'est un enthousiasme pour l'exploration et la découverte d'un milieu, l'autre moment de grande joie, c'est justement lorsqu'il y a ça qui se passe. Et je vis pour ça, en fait. Parce que dans les restes, dans l'université, je commence à être de plus en plus mal à l'aise. Mais lorsque ça se passe, je suis à ma place. I completely agree with the doubt position, of course. It was the point of my intervention as well. And also, I would like to underline, to relate all this to something we were talking about this morning, a sort of tension between the professionalization of our classes and on the other side, attention to an amateur posture, so to say. That's not just the amateur in the practical aspects, but also the cinephile and the lover of what we teach, a part of what we see. And this is, I think, find the balance between all these places, I think, can be the actual challenge when we teach and when we create our syllabi and when we think about teaching what we think is addressing us in some way and is asking us to be explored. And that's just this. And you know, it cannot be the question how the people in our classes react to our posture is not something I actually can answer completely, because there are so many different reactions every day, and in each class is different, etc. And also, I think that the most important thing is to being aware of the temperature of the room in an empathic way, so to say, not as caregiver, but for keeping everything together in a way. So that's it. Une question très brève qui s'adresse à vous quatre, en réalité, qui repart de quelque chose que disait Evgenia, je crois, au début de sa communication, qui était qu'elle voulait absolument éviter le risque classique que les films deviennent des illustrations. Hein. Alors, ce qui était commun à vos trois communications, c'est qu'elles sont toutes, c'est que vos pratiques d'enseignement sont toutes fondées sur des textes, et des textes qui ne portent pas sur le cinéma, et c'est quelque chose que nous faisons beaucoup et que je crois nous aimons beaucoup. Et je me suis souvent demandé comment on pouvait qualifier cette façon de fonctionner, qui effectivement évite l'illustration, qui évite le plaquage, qui évite la simple métaphorisation, etc. Et je n'ai pas d'autre solution à ce stade que de parler de montage. Je crois que je l'ai dit ce matin, de montage, de croisement. Mais peut-être que vous avez d'autres termes qui permettraient d'expliciter ces démarches. Voilà, c'est assez large comme question. Je crois qu'elle s'adresse à vos trois communications. Oui, la question des termes est
absolument fondamentale dans la recherche justement d'une bonne qualification, mais qui est souvent difficile. C'est un peu ce qu'on a dit là sur l'atelier en termes de terminologie. C'est vrai que j'ai été extrêmement sensible au terme de maillage que tu as mis en avant, parce que tout d'un coup, ça ouvre aussi une autre perspective que celle du montage, c'est-à-dire quelque chose qui s'entrecroise, qui s'enchevêtre comme ça, où on réfléchit ensemble, où des concepts qui viennent d'une discipline résonnent avec des concepts qui viennent d'une autre discipline. Et là, tout d'un coup, là, je me dis, en sortant de cette communication, ce terme-là, je ne sais pas exactement ce que tu en fais, enfin, tu nous l'as exposé, mais je me dis, là, voilà peut-être un terme que je n'ai pas du tout l'habitude d'employer, et qui peut être très intéressant, en tout cas à explorer, sur justement ces rapports qu'on peut tisser entre des disciplines qui sont différentes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, en tout cas, le souci d'essayer de nommer est absolument essentiel, et dans des recherches de termes qui ne sont pas complètement établies. Alors, je suis tout à fait d'accord. Non, mais en fait, ça me frappe quand tu dis ça, parce que j'ai aussi été très sensible à ce terme de maillage, en fait. Et vraiment, ça m'a marqué. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu as, après, pour développer maillage, tu as dit ce tissage. Oui. Et justement, quand tu as parlé de maillage, j'ai réfléchi à la question du tissage, du tapis. Et je me suis dit, c'est aussi une manière de penser peut-être autrement, les constellations benjaminiennes, où toi, tu parles de montage. Au moment où tu as commencé à nous poser cette question de comment on fait pour utiliser les images, autrement comme des illustrations et le rapport texte-image, et forcément j'ai pensé à Godard. Enfin, et donc je me suis dit, voilà, quand on fait nos cours, il y a ça aussi. Enfin, on en parlait ce midi justement avec Edouard Arnoldi, c'est-à-dire comment faire des cours d'histoire du cinéma par exemple, autrement qu'en les faisant chronologiques et tout ça. Finalement, il y a peut-être aussi bien chez des penseurs comme Benjamin par exemple, ou des penseurs cinéastes comme Godard, des propositions pour nos cours, justement, qui sont d'essayer de faire dialoguer texte-image, image-image, image-son. La question, c'est aussi comment rendre les étudiants sensibles à ça, c'est-à-dire sensibles au fait que ce n'est pas juste une manière de faire cours, mais que c'est aussi une manière d'envisager ce que... d'envisager la recherche et d'envisager aussi la pensée, en fait, et le rapport de la pensée au monde. Et c'est ça qui est pas toujours évident, c'est-à-dire parfois en cours, notamment en cours d'histoire, moi je peux avoir le sentiment que les étudiants, si on sort de quelque chose de chronologique, sont perdus. Oui. Et après, ça dépend aussi des niveaux d'étudiants, mais en licence, parfois c'est pas évident de dire on va faire un cours d'histoire, mais on va pas nécessairement être chronologique, ou alors par moment on va être un peu disruptif par rapport à la chronologie. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que moi aussi, le terme de maillage, j'ai été très sensible. Merci beaucoup. Alors, c'est un terme très présent dans les hypothèses théoriques de Morton. Et en effet, c'est un terme qui trouve son écho dans les méthodes d'enseignement, mais de manière très intuitive en ce qui me concerne, hein, parce que je n'ai pas, depuis le début et avant ces cours, avant d'avoir une expérience dans les domaines de l'enseignement en général, je pense que de manière très intuitive, je prenais le film et je les regardais de cette façon-là. Donc, progressivement, c'est devenu une méthode, mais je ne suis pas capable de donner plus d'informations avec du recul. Mais en effet, c'est très difficile. Et un autre endroit, en fait, ou un autre cours, où je vois que depuis des années, ça fonctionne très bien, et pourtant c'est un des cours que si jamais il y a une nouvelle maquette, et un changement radical justement de l'organisation des cours, c'est le cours qui va sauter le premier. C'est un cours en esthétique, mais un cours en esthétique-philosophie, c'est un approfondissement disciplinaire, donc cinéma, majeur cinéma, mineur cinéma. Et là, on fait un cours d'esthétique, donc des textes philosophiques. Et là, il faut voir, il y a que d'hommes. Hein. Alors, déjà, et pourtant, comment créeriser, si je puis dire, justement, cette approche-là? On pourrait aussi changer la maquette, la brochure un jour, ce serait idéal. Mais comment le faire? Donc, c'est vraiment trouver des questions, des films-questions, des
des filmographies, questions ou problèmes et le mettre à côté. Et je vais donner un exemple parce que ce n'est pas toujours évident de faire de parler dans l'abstrait. Mais là où ça fonctionne très bien, c'est lorsque je fais Platon avec le dogme. Et ce n'est pas évident au départ, mais si on commence à en construire ensemble, Platon et la démarche du dogme, on commence à faire sens. On peut aller plus loin et dans la même constellation des références, faire aussi solliciter et mobiliser le direct, le cinéma direct, dans la même... Donc c'est comme, je ne sais pas qui l'a dit ce matin, je fais un film quand j'enseigne. Il y a différentes séquences. C'est qui ? Oui. J'ai trouvé ça super parce que c'est exactement souvent comme ça que je visualise aussi les déroulés. Mais c'est un film. Et il y a parfois de montage d'attraction, il y a du montage linéaire, parfois on fait des flashbacks, parfois on fait de prolepse, analepse, voilà. Donc il faut faire les castings à chaque fois du texte, du problème cinématographique, du problème. Actually, again, I agree with everything that was said before me, and I only wanted to add that to avoid the risk of the illustration, my only way is to read the images, to analyze them in a, old-fashioned Bellurian perspective, even if needed. You put there the images and you speak to the students and try to make them tell what the images can say or cannot say or would say about a topic that is not just a topic, but it's something that pretty much interesting their actual everyday life and politically, but also in every aspect. So it usually works like that, usually. J'ai été, moi, sensible à la prononciation du mot « indiscipline ». Et je pense que ce qui caractérise un peu toutes nos communications, c'est une mise en crise de la discipline elle-même, c'est-à-dire la question de qu'est-ce que c'est qu'être disciplinaire et comment finalement vivre avec une indisciplinarité qui est aussi très anxiogène. Oui, je crois pour les étudiants aussi. Les étudiants ont choisi une discipline et s'ils arrivent dans nos cours, on leur dit notre discipline est en train de partir en lambeaux, eux-mêmes sont très insécures par rapport à ça. Donc, mais en même temps, c'est très créatif parce que l'indisciplinarité, c'est justement sortir de sa discipline, pas pour aller vers le néant, évidemment, mais pour aller vers de la rencontre. Et c'est ce qu'on vous avez très bien montré avec l'archéologie. Alors, je voulais simplement partager avec vous aussi. Moi, je donne un cours qui s'appelle Cinéma et sciences humaines au premier cycle. Et ma méthode à moi, pour ne pas être illustrative, en fait, c'est de demander aux étudiants, avant le cours, de me proposer, eux, des extraits par rapport au thème du cours. Donc, ils arrivent avec... il y a une base de données prévue pour ça. Ils sont encouragés, Alix qui est là, il a participé pour en témoigner, ils sont encouragés à proposer leurs propres extraits et on prend le risque finalement que ce n'était pas forcément les images que j'avais prévues pour illustrer mon cours et ça nous fait voyager dans ce que les mots allument chez eux aussi, les mots du syllabus, le titre, sans même qu'ils lisent le texte des fois parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de lire le texte car ils sont obligés de donner ces extraits pratiquement à chaque cours, donc ils ne vont pas souvent lire tous les textes, mais c'est très instructif. Et là, c'est une petite astuce que j'ai, que je partage avec vous. Merci beaucoup.